Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il s'inquiéter de l'essor des fake news, ces fausses informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, dans nos débats, qui jouent sur le registre de l'émotion pour attirer notre regard, colère, indignation, polarisation des débats, repli sur soi, rejet des élites sont quelques-uns des ingrédients de ces fake news. Alors ces fake news sont-ils en train d'influer sur notre débat public? Peut-on considérer qu'elles mettent en danger notre démocratie, y compris ici en Belgique? Et d'ailleurs, quelle est la définition d'une fake news? Qui les prépare? Dans quel but? Ce sont quelques-unes des questions que nous nous posons ce soir. Voilà, et pour essayer de nous éclairer et débattre de ces questions, nous recevons deux invités. Olivier Luinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation à l'UCL Louvain. Vous êtes aussi maître de recherche au FNRS. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment un livre qui s'appelle Psychologie des émotions, qui a été régulièrement réédité. François Debras, bonsoir à vous aussi. Vous êtes politologue, professeur à l'Université de Liège et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Fake News, désinformation, un enjeu démocratique qui vient de paraître cet automne. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Avant de vous donner la parole, un reportage, il date du mois de juin. Thomas Dufrane et Yannick Van Gensbeek s'étaient rendus dans une école fondamentale, c'était à Forêt, pour voir comment on essayait de sensibiliser les enfants à ce phénomène des fake news. Les lions noirs, ici on voit une photo, c'est un très bel animal visiblement. Mais est-ce qu'ils existent vraiment? À première vue, la photo est très réaliste. Cette classe de 3e primaire est partagée. Pour Aaron, c'est non, l'animal n'existe pas. Peut-être c'est du charbon. Aujourd'hui, c'est un cours un peu particulier, les cyber-héros de l'info. On part à la traque aux fake news. On commence par un échange d'arguments en classe avant de chercher sur Internet. Lion noir existe. On compare quelques sites et le verdict tombe rapidement. Ces photos ont été truquées. Comme tu l'avais très bien dit au départ, on a changé la couleur de ce lion. Le but ici, c'est d'expliquer qu'Internet est un outil et qu'il faut l'utiliser de la bonne manière. Non pas, ah si, maintenant j'ai appris que les lions noirs n'existaient pas. C'est pas ça qui est important. C'est, tiens, c'est quoi les indices qui m'ont amené à ça? Et du coup, vraiment, pendant l'animation, le mieux est de les faire chercher avec moi, de se poser les questions. Quels sont les mots-clés que je peux taper sur Internet? Le projet est mené pendant quelques mois pour les élèves de 8 à 13 ans. Même programme pour tout le monde, mais les plus grands ont déjà un œil un peu plus averti. Un projet externe à l'école, ça permet d'épauler les professeurs. Certains enseignants sont au fait de tout et il n'y a pas de souci, d'autres beaucoup moins. Et ici, ce sont des personnes expertes. Et donc, savent répondre à toutes les questions, en tout cas à une grande majorité des questions des enfants. Actuellement, cette école primaire forestoise bénéficie du projet. Voilà, c'est les cyber-héros de l'info, opération qui avait été menée dans les écoles de la commune de Forêt. C'était au printemps dernier. Je me tourne vers vous, Olivier Luinet. Ce qui est vrai pour les enfants, l'est vrai pour les adultes. On devrait aussi tous avoir une formation pour nous aider à détecter, débusquer les fake news. Je pense que ça peut aider à tout âge et à tout moment, effectivement, parce qu'on est toujours pris par des biais dans les informations qu'on reçoit. Donc je pense que ça doit aussi s'appliquer aux adultes, tout à fait. Est-ce qu'on a une petite lumière, consciente ou inconsciente, qui s'allume lorsqu'on est face à une information qui peut paraître douteuse? Est-ce qu'on est tous armés pour pouvoir se dire, tiens, ça, je dois vérifier, c'est peut-être pas vrai? Tout le monde peut se laisser prendre, en fait, et je dirais particulièrement dans des situations d'incertitude ou des situations qui génèrent de l'anxiété. Ça, on doit se dire que quand il y a quelque chose de nouveau, d'anxiogène, on doit faire plus attention à ce qui est en face de nous. Ça veut dire que quand on est dans une situation inconfortable, on est peut-être plus fragile et plus perméable à ces fake news ? Absolument. Donc des situations, je dirais, de fragilité psychologique, quelles qu'elles soient, peuvent nous rendre plus perméables, effectivement, à ces fake news. Alors, je voudrais qu'on essaye d'avoir une définition des fake news avec vous, François Debras. Ce n'est pas seulement une information qui est fausse, c'est une information qui est intentionnellement fausse. Ça veut dire qu'elle a été créée dans un but délibéré de créer, de diffuser une fausse nouvelle. J'ai bien résumé la situation, vous allez être plus précis que moi. C'est ça, oui. Donc en fait, la langue anglaise a introduit une subtilité que l'on n'a pas en
français, elle va distinguer les false news des fake news. Une false news, c'est plutôt une mésinformation de notre part, c'est-à-dire qu'on va se tromper, on va commettre une erreur, une approximation qui pourra être corrigée ou non par la suite. La spécificité d'une fake news, c'est que c'est une information qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Par exemple, on peut avoir dans le domaine des marques des fausses Adidas, des fausses Nike, un faux sac, etc. Une fake news, c'est la même chose. C'est une information qui se fait passer pour une recherche scientifique, qui se fait passer pour une enquête, pour une étude, dont l'objet est de manipuler l'opinion publique. Donc c'est volontairement créé pour influencer l'opinion publique. Ça veut dire qu'on a un but, on poursuit un but lorsqu'on crée et diffuse une fake news. En tout cas, quand on la crée. Quand on diffuse, c'est peut-être plus compliqué. Oui, les personnes qui vont créer les fake news peuvent le faire pour différentes raisons. On peut créer des fake news pour jouer sur les peurs, les angoisses, susciter des clics, être envoyé vers un site internet externe et pouvoir augmenter la publicité et les revenus. Donc ça, c'est dans un but commercial, ça, c'est un but commercial. Ouais. On peut aussi utiliser des fake news pour nier une défaite électorale, par exemple, ou pour sensibiliser un électorat sur une thématique, faire croire à une problématique particulière sur un sujet. Et là, on est vraiment dans une utilité politique. On va politiser certains enjeux, on va mentir sur certaines informations pour en fait attirer un électorat vers soi. Ouais, Olivier Luminet, vous avez beaucoup travaillé sur la période de la Covid-19, sur la manière dont les informations vraies ou fausses ont pu circuler. Vous avez pu identifier très clairement des fake news au sens de la définition qui vient d'être donnée dans le débat ou dans ce qui se passait sur les réseaux sociaux en Belgique ? Ben oui, on parlait tout à l'heure d'anxiété, d'incertitude. Le moment du vaccin est évidemment un moment très, très intéressant et emblématique où, faute d'informations, les gens se sont parfois jetés sur des informations qu'ils trouvaient sur Internet sans aucune vérification. En plus, on est dans une situation difficile parce qu'il faut du temps pour mettre au point des vaccins et vérifier leur efficacité. Et donc là, notamment sur les effets secondaires des vaccins, il y a eu beaucoup de fake news. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps que la vérité scientifique, l'efficacité d'un vaccin, par exemple, soit établie, ça prend un petit peu de temps, alors que nous, on a besoin d'une information tout de suite. Le fait que ça touche ma santé, la santé de mes proches, qu'éventuellement on inocule un produit dans mon corps qui m'appartient, tout ça, ce sont des ingrédients qui font qu'on est émotionnellement à la recherche de vérité. Est-ce que je traduis bien votre sentiment ? Absolument, oui, dans des situations dans lesquelles il y a cette fameuse fragilité que j'évoquais tout à l'heure qui est présente, et c'était clair par rapport au vaccin sur la Covid. On était vraiment dans cette situation où la science avance lentement, mais les gens ont besoin d'être rassurés le plus vite possible. Ouais. Vous avez dit, François Debrah, que l'idée c'était de peser sur le débat, d'orienter le débat. Alors on peut citer l'exemple d'une campagne électorale comme vous l'avez fait, on peut citer l'exemple d'une campagne commerciale. Est-ce que parfois c'est plus diffus ? Est-ce que ça peut être juste créer de l'anxiété, créer du bruit, créer de la déstabilisation ? Oui, il y a certaines personnalités qui ne sont pas sur le devant de la scène. Je pense par exemple à Steve Bannon il y a quelques années, qui était un des proches conseillers de Donald Trump, qui lui a théorisé ce qu'il appelait le confusionnisme, c'est-à-dire de noyer en fait les citoyennes et les citoyens dans une masse d'informations de peu de qualité. Une fois que l'on est perdu dans toutes ces informations, on ne sait plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à qui je fais confiance, à qui je ne fais pas confiance. Et donc par rapport à ce magma d'informations, de nouvelles que l'on ne sait pas très bien comment évaluer, peuvent alors émerger différents acteurs qui vont apporter des vérités construites qu'il faut suivre, qu'il faut entendre, qu'il faut partager. Ça veut dire qu'on prépare le terrain à, par exemple, une nouvelle offre politique. Ça peut être ça l'idée. Bien sûr, ça peut être ça l'idée. C'est différentes théories qui ont été appliquées. Je parle de Steve Bannon aux États-Unis, mais des proches conseillers de Salvini, par exemple Matteo Salvini en Italie, la Lega, un parti politique d'extrême droite, joue aussi sur ces phénomènes d'étude des réseaux sociaux et de chercher des sujets qui polarisent, qui divisent, qui confrontent les opinions publiques pour après apporter une réponse simple et le plus souvent portée par une émotion très forte, puisque le cerveau les mémorise beaucoup plus facilement. Ouais. Vous parlez dans votre ouvrage aussi d'une théorie qui s'appelle l'accélérationnisme. C'est quoi cette théorie de l'accélérationnisme ? L'accélérationnisme, donc, c'est un courant qui considère que plutôt que de lutter contre l'avancement du système tel qu'il est aujourd'hui, il faudrait le renforcer pour favoriser sa chute la plus rapide possible. Donc ce sont par exemple des gens qui vont effectuer ce qu'on appelle des attaques sous faux drapeau, par exemple. Ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Ils se font passer pour quelqu'un d'autre pour que l'on puisse critiquer les personnes et pour dire, vous voyez, je vous l'avais dit depuis le début, ce sont eux les ennemis. Ouais, donc c'est toujours dans l'idée de créer un climat un petit peu déstabilisant ou de favoriser l'émergence de nouveaux courants. Je voudrais qu'on essaye de comprendre précisément comment ça marche, les fake news, et pourquoi elles ont parfois du succès. Il y a vraiment des moments particuliers où on peut être plus enclin que d'autres à y croire, à être réceptif, Olivier Luminet ?
Mais un élément vraiment important, c'est des situations où on perd un peu le contrôle sur la situation. Et donc, des situations dans lesquelles on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. On n'a pas non plus une information régulière. L'information est un peu obscurcie et cachée. Tout ce qui est ambigu, en fait, va générer beaucoup plus facilement ce genre de raisonnements qui peuvent même être partagés parfois par une petite communauté d'individus. Ouais. Est-ce que ça répond aussi à notre besoin d'être rassuré et à notre besoin de savoir? Quand je ne sais pas, ou quand je suis face à quelque chose qui me paraît ne pas avoir de sens, ou qui est inexplicable, j'ai besoin malgré tout d'avoir une explication qui semble rationnelle. On a toujours besoin d'une explication et c'est paradoxal. Et on montre par exemple que dans l'attente d'un diagnostic médical, les gens sont beaucoup plus anxieux. Quand on leur annonce le diagnostic, même s'il est sévère, ils retrouvent un certain contrôle et ils savent comment ils vont pouvoir agir pour faire face à la situation. Donc on a un besoin de contrôle. C'est ça en fait le mécanisme qui nous rend vulnérables. Oui, parce que quand il y a incertitude, plus l'incertitude dure, plus on est dans cette situation où on est réceptif et perméable. Ça veut dire qu'on doit apprendre à lâcher prise aussi face à l'incertitude. On doit effectivement accepter qu'à certains moments, on va être dans cette incertitude et ce manque de contrôle. Ouais. Quand on a entendu ça, François Debras, est-ce que ça veut dire que si je suis un émetteur de fake news, je peux aussi identifier des moments propices et des situations favorables pour émettre mes fake news ? Oui, alors l'idée, c'est, je ne veux pas donner les codes pour faire une bonne fake news, mais il y a trois éléments. Il n'y a que des gens bien intentionnés qui regardent et qui écoutent BX1, donc on peut être transparent. Ouais. Il y a trois éléments qui sont importants dans une fake news, c'est l'évocation, la crédulité et la mémorisation. Chaque fake news doit être compris dans son environnement. Comme ça a été dit, en fait, le cerveau a horreur du vide, il a horreur de l'incompréhension. Et donc, en période de crise ou d'instabilité économique, on va avoir des fake news qui vont répondre à cette angoisse dans le domaine économique. En période de conflit, de guerre, on va avoir des fake news qui vont rebondir sur ces sentiments de guerre. En période de crise sanitaire, on va avoir des fake news qui vont utiliser ces incertitudes et ces questionnements sur la situation sanitaire. Alors on sait que ça se propage très fort par les réseaux sociaux, les fake news. Est-ce que je peux faire l'objet d'un ciblage? Est-ce qu'on peut se dire, tiens, sur tel sujet, Fabrice Grosfilet, il va être réceptif à des fake news, je vais pouvoir essayer de lui en envoyer sur tel et tel moment de l'actualité, par exemple. Est-ce que ça existe? Alors, ça va dans les deux sens. Chaque personne est aussi plus sensible à certaines thématiques et on se rend bien compte qu'avec les algorithmes, si je clique sur plusieurs liens, si je vais sur plusieurs pages, l'algorithme va me confirmer dans mes choix, dans mes positions. En effet, le but d'un réseau social, c'est que l'on reste plus longtemps. Ce n'est pas nous donner de l'information. Le but d'un réseau social, c'est de rester une minute de plus une minute, plus une minute, plus une minute. Et pour ce faire, le réseau social va nous envoyer énormément d'informations qui confirment notre point de vue, qui confirment notre croyance initiale. Ouais, c'est ce qu'on appelle la bulle cognitive. Hein. Plus je like certaines idées, plus je vais être soumis à ces idées, ou en tout cas à des produits qui viennent des mêmes émetteurs. Quand je mets un like quelque part, ça veut dire que j'oriente ce que je vais voir dans l'heure qui suit ou le lendemain? Alors, pas forcément dans l'heure qui suit, mais ça peut orienter l'information, effectivement. Il y a différentes enquêtes en France qui ont créé des faux profils, par exemple des fausses pages sur Facebook, identifiées politiquement ou très orientées politiquement. Et on pouvait se rendre compte qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, les pages n'avaient pas accès aux mêmes informations, ou alors avaient accès aux mêmes informations, mais tournées d'une autre manière pour confirmer leur point de vue sur différents événements. Voilà, et là, il y a des expériences que vous relatez, notamment dans votre ouvrage, sur la manière dont on peut être finalement pas du tout soumis au même contenu en fonction de ce qu'on a déjà consommé. Il y a un élément qu'on appelle parfois l'infobésité. Donc c'est une sorte de boulimie d'informations qui va agir sur notre mental, qui va créer une sorte de fatigue informationnelle. C'est important dans ce mécanisme, Olivier Luminet? Oui, cette notion de fatigue informationnelle, on la voit pour le moment où on est exposé en fait à une multitude de sources potentiellement d'anxiété. On n'est plus sur le Covid tout seul à cette époque-là, mais maintenant, guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, crise énergétique, tous ces éléments-là se combinent. Et la tentation peut être de picorer un peu d'informations telles quelles, non digérées, et ne pas justement avoir ce recul suffisant. Et donc on voit notamment maintenant des gens qui sont tellement anxieux dans ces situations-là qu'ils ont décidé de couper complètement tous les canaux. Ouais. Et alors ils n'écoutent plus les informations. Et ça, c'est la bonne solution? On doit apprendre à fermer le robinet ou il faut faire autrement? Il faut faire autrement, c'est clair. Alors il faut faire comment? Alors il faut plus cibler les moments où on va écouter les informations. Je pense qu'il ne faut pas les écouter à tout moment. Je pense que les systèmes d'alerte sur les téléphones, c'est un peu embêtant parce que vous ouvrez votre téléphone pour voir si des proches vous ont contacté et vous tombez sur une alerte qui est en général sensationnaliste, qui est très émotionnelle, et vous allez aller voir, et vous n'avez pas beaucoup de temps, donc vous allez juste prendre les éléments les plus spectaculaires. Ce qu'il faut faire, en fait, je pense, c'est enlever ce genre d'alerte et se donner des moments où on écoute l'information qui sont des moments où on est chez soi, assis,
on a le temps. Et là, on a le temps alors de prendre l'information beaucoup plus analysée, beaucoup plus décortiquée, et on peut alors à ce moment-là être beaucoup plus sensible justement à des informations qui nous paraîtraient implausibles. Donc mettre un petit peu de distance et apprendre à relativiser, éventuellement aussi à croiser des sources. Voilà, c'est le journaliste qui parle. Mais c'est facile à dire, Olivier Luminet, c'est en même temps très difficile à faire. Parce que beaucoup de ces informations, elles ont une charge émotionnelle très forte. Elles sont souvent rédigées comme ça, ce côté un petit peu sensationnel. Quand on parle de la Covid-19 tout à l'heure, ça touche notre santé ou celle de nos proches, c'est très émotionnel. Quand on parle du conflit au Proche-Orient, alors c'est peut-être géographiquement moins proche, mais on peut facilement s'identifier à un camp ou à un autre. C'est de nouveau très émotionnel. On peut vivre les choses de manière très très intense. C'est difficile de se dire je vais couper, je vais plus être informé ou je vais m'informer juste à certains moments. Est-ce que c'est vraiment réaliste ? C'est difficile, effectivement. Et je pense qu'un exemple terrible, ce qui a été le début du conflit au Proche-Orient, le 7 octobre, en fait, plein de chaînes se sont mises en information continue, mais il n'y avait pas d'information. En fait, pour toute une série de raisons, les informations ne circulaient pas encore, il n'y avait pas de journalistes sur place, sans doute qu'il y avait un besoin de contrôler aussi certaines informations. Et en se mettant sur un fil continu comme ça, quand il n'y a pas d'information, ça met les gens dans une boucle comme ça d'anxiété permanente sur toute la journée. Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre santé mentale ? Ah, ça a un impact sur notre santé mentale, évidemment, oui. C'est-à-dire que si on commence à être préoccupé par toutes ces actualités, à un moment donné, on va commencer à broyer du noir et à avoir une vision un petit peu différente de la réalité. Est-ce qu'on peut se dire que, parce qu'on a régulièrement des études qui indiquent que la santé mentale en Belgique, et notamment chez les jeunes, elle est en train de se détériorer, on peut faire une relation de cause à effet ou je vais trop loin ? Alors, c'est sans doute une des sources, mais il y a beaucoup d'autres sources qui expliquent cette santé mentale qui est fortement touchée pour le moment. Alors, c'est pas tout à fait neuf, cette inquiétude autour de l'influence des fake news. Je suis remonté dans les archives de BX1, j'ai trouvé déjà un sujet en 2017. C'était il y a 5 ans, et cette fois-ci, on était avec des élèves du secondaire. C'est un reportage d'Elisabeth Groutars. Sur les réseaux sociaux, les fake news se répandent à une vitesse fulgurante jusqu'à tromper parfois les groupes de presse officiels. Difficile de séparer le vrai du faux, surtout quand le président américain lui-même remet en cause les informations des médias. Pour aider les jeunes à y voir plus clair, la VUB organise un speed dating entre élèves du secondaire et journalistes. On ne sait plus qui croire quand on lit un article. Enfin, l'article-ci va dire ceci, un autre va dire autre chose. Donc on ne sait plus qui croire. Dans les médias, ils font tellement, ils en font une grande chose alors que c'est peut-être pas aussi grave que ça. C'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de journalistes qui font des fautes et qui par après ne les assument pas. Et il y en a d'autres qui les assument. Ce journaliste, par exemple, assume devant les jeunes avoir annoncé la mort d'un homme par erreur. Quelqu'un est mourant. Nous savions qu'il était mourant. Je faisais un article, une biographie, et je l'avais publié au lieu de l'enregistrer comme brouillon. L'important est de communiquer que tu avais fait une erreur et d'être responsable. C'est donc dans une démarche d'honnêteté que ces représentants de groupes de presse essaient de retrouver la confiance des jeunes. Les jeunes ne croient plus au journalisme. Ils méfient ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qu'ils regardent sur la télévision. Et on fait maintenant des interviews. Et moi, je dois défendre mon boulot. Je dois défendre les journalistes qui sont pas des gens méchants, qui veulent faire du fake news, qui veulent vraiment informer le public dans une démocratie libre. Après ce speed dating et une série de débats, s'en suivra une rencontre exceptionnelle. Ces élèves ont en effet rendez-vous par Skype à 18h30 avec le célèbre lanceur d'alerte, Edward Snowden. Voilà, donc c'était en 2017. J'ai envie de vous poser cette question-là, François Debras. Est-ce qu'en 5 ans, on a fait des progrès ? Ou est-ce que toutes les questions qui étaient ouvertes en 2017, elles sont toujours ouvertes maintenant ? Alors, il reste des questions qui doivent encore être répondues. On n'a pas réponse à tout et il n'y a pas une information où on peut dire celle-là, elle est 100% vraie et celle-là, elle est toujours fausse. Il y a vraiment un travail à faire et un travail multiniveau. Il y a un travail que chacun doit faire au niveau individuel, avoir un comportement responsable, vérifier les sources, être sensible au type d'informations qu'il partage et qu'il like sur les réseaux sociaux. Après, il y a tout un travail plus collectif à faire aussi. Il y a différentes organisations qui œuvrent sur l'éducation. Est-ce qu'on doit légiférer pour essayer de limiter la propagation des fake news ? Est-ce que c'est envisageable ou pas ? Oui et non, comme toutes les réponses. Certains États ont décidé de légiférer, c'est le cas par exemple de la France et de l'Allemagne, pour sanctionner certains types de contenus, pour mettre des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros d'amendes, pour limiter la propagation des fake news. Maintenant, il faut aussi toujours voir le revers de la médaille. En France, il y a eu énormément de débats sur cette question-là, sur aussi le droit de l'opposition, la liberté d'expression, la liberté de la presse aussi de s'opposer, etc. Et donc, il y a des débats qui existent au sein de l'association des journalistes, par exemple, pour
savoir comment est-ce qu'on légifère et si, en légiférant, on n'étouffe pas également des voix contestataires légitimes. Voilà, et qui sont indispensables dans un système démocratique qui fonctionne normalement. Olivier Luminet, je reviens sur votre concept d'infobésité ou de fatigue informationnelle. On n'a pas réellement de chaînes info en Belgique. En tout cas, elles ne sont pas aussi présentes qu'en France. Par exemple, si on avait BFM, CNews, France Info, etc., la corrélation et l'inquiétude qu'on peut avoir sur notre santé mentale, ce serait encore plus important. Il faut savoir se décrocher de l'info en continu, y compris en dehors des réseaux sociaux. Il faut essayer d'y arriver, effectivement, et il faut vraiment privilégier des moments où on a le temps de pouvoir assimiler cette information. Parce qu'il faut se dire qu'une fois qu'elle est entrée, même si ce n'est pas tout à fait consciemment, elle va vous occuper pendant le restant de votre journée. Et alors, la tentation de partir vers des sources d'informations peu exactes est beaucoup plus élevée. C'est une sorte de cercle vicieux. J'ai une information très émotionnelle qui me touche, je vais en chercher une autre et je vais être conforté dans cette émotion. En général, oui. Et le problème, c'est qu'une information fausse, même si elle est fausse, ça va prendre beaucoup de temps de la retirer de son cerveau, en fait. Parce qu'elle est quelque part là, et elle est quelque part dans votre registre de préoccupation. Comment ça se fait que ça fonctionne si souvent sur le registre de l'indignation, de la colère, du rejet des élites en disant ben, eux, de toute façon, ils ne font rien ou c'est pas eux qui ont le vrai pouvoir? C'est quand même des choses qu'on entend très très souvent. Ça répond à quel besoin, ça? En tout cas, ça traduit aussi le fait que pour le moment, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une perte de confiance, et une perte de confiance dans les autorités. Ça crée ces sentiments d'indignation, de colère, parce que justement, il y a cette perte de confiance qui est vraiment un élément central aussi. Ouais. Une dernière question. Il n'y a pas besoin parfois que ce soit diffusé massivement pour être efficace, une fake news ou une technique de manipulation. Parfois, si on cible les bonnes personnes au bon moment, on va avoir de très bons résultats. Vous prenez l'exemple du scandale Cambridge Analytica, le micro-targeting. C'est quoi le micro-targeting pour être très précis? En fait, c'est sélectionner des électeurs qui sont indécis ou des électrices qui sont indécis en sachant que finalement, les convaincus, on ne va pas retourner leur avis. Donc on prend des personnes qui sont dans des situations de doute ou d'inquiétude et on va leur donner énormément d'informations pour faire basculer leur vote dans un sens, ce qui a fonctionné aux États-Unis avec quelques États, ce qu'on appelle les swing states, des États indécis. Ça a joué un rôle dans l'élection de Donald Trump. Oui, bien sûr, ça a favorisé, oui c'est sûr, et ça a été reconnu que ces États ont permis de faire basculer le vote. Ça pourrait demain se passer en Belgique, on doit y être attentif? Ça s'est passé aussi pour le Brexit et ça se passe à différents niveaux, oui. Donc ça pourrait se passer chez nous. À voir, on va... Merci François Dobras, merci d'avoir été notre invité, professeur à l'ULiège, auteur de Fake News Information, un enjeu démocratique, et Olivier Luminet, faculté de psychologie, de sciences et d'éducation de l'UC Louvain, maître de recherche aussi au FNRS et auteur notamment de Psychologie des émotions. Merci à tous les deux. Demain, dans Plus d'Actu, c'est Bernard Clairfeuille qui sera l'invité de l'émission qui sera présentée par Stéphanie Meyer, puisqu'on est vendredi et que le vendredi, vous pouvez aussi poser vos questions par mail, plusdactu@bx1.be ou sur nos réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, demain matin, je serai de retour pour la matinale à partir de 7h. Continuez à bien vous informer et à demain.